Bonjour à tous. Tout le monde n'est pas encore connecté, donc on va faire quelques petits ajustements techniques en attendant que tout le monde se connecte. Ce que je vous propose déjà, c'est de m'indiquer si vous m'entendez bien. Donc pour ça, vous avez la possibilité via un chat de m'indiquer si oui ou non le son est OK pour vous. Ensuite, vous voyez ma tête, donc c'est pas forcément ça qui va être intéressant aujourd'hui. Donc vous pouvez avec le petit bouton en bas, pardon, à droite, accrocher. Vous pouvez mettre le visage de la personne qui intervient plutôt sur le côté droit. On m'indique que ça résonne. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas les autres si ça va pour vous. J'attends un petit peu de savoir si c'est bon pour tout le monde ou si on doit faire des ajustements. Bon. Ça m'a l'air bon, puisque je ne m'entends pas. Alors, je suis désolée pour ceux pour qui ça résonne. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. En tout cas, bienvenue à tous sur ce webinaire sur la Scandinavie, sur les tendances et les marqueurs culinaires de la Scandinavie, donc organisé par le Centre culinaire contemporain. C'est la 3e fois qu'on organise un webinaire. On s'est mis à ce nouveau format suite à la crise sanitaire. En tout cas, on est content de voir qu'il y a un engouement pour ce type de format qui nous permet effectivement d'être en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément à Rennes. Donc, merci beaucoup à vous de vous être connectés aujourd'hui pour ce sujet Scandinavie. Tout le monde ne nous connaît peut-être pas dans le détail, donc je vais passer un petit peu de temps sur le centre. Donc, le Centre culinaire, c'est une société de conseil en innovation qui accompagne les professionnels des filières alimentaires dans l'innovation et l'optimisation de leurs offres. Donc, les filières alimentaires, c'est qui? Ça peut être des industries agroalimentaires, donc qu'ils soient à l'attention de cibles B2B ou de cibles B2C, donc soit des produits qu'on trouve en GMS, soit des produits qui ont à destination des professionnels. On cible aussi des ingrédientistes. On cible aussi des sociétés de restauration, que ce soit de la restauration commerciale, de la restauration chaînée ou de la restauration collective. On est aussi en contact avec des distributeurs et puis on accompagne aussi bien des porteurs de projets que des sociétés plus grandes en termes de taille. On a une méthodologie qui est vraiment sur mesure, un accompagnement qui est sur mesure en fonction des problématiques qui nous sont posées. Donc, un accompagnement sur mesure qui a forcément une étape de brief qui nous permet de construire cette méthodologie et qui passe par 4 grandes étapes principales que vous voyez ici à l'écran. Il y a une première phase d'exploration qui nous permet vraiment de comprendre les utilisateurs, donc pas forcément des consommateurs. On peut très bien avoir des problématiques en lien avec des professionnels. Donc, comprendre les utilisateurs, c'est se mettre en empathie avec eux, c'est vraiment se mettre à leur place pour bien comprendre leurs attentes et leurs besoins. Donc, ça va passer par des études qualitatives, par du décryptage de tendances, de l'observation in situ. Ensuite, dans cette phase-là, on détecte vraiment des insights forts et des territoires d'opportunité qui nous permettent, dans une deuxième phase, d'aller dans une phase plutôt d'innovation. Donc là, c'est des phases de créativité qui nous permettent de générer des idées et des concepts novateurs. Donc, c'est très clairement des ateliers de créativité où on met ensemble les bonnes parties prenantes. Et puis, surtout, notre particularité, c'est que, aussi bien pour la phase exploratoire que pour la phase d'innovation, on peut faire des phases en cuisine. Puisque vous le verrez dans notre ADN, effectivement, il y a les usages, mais il y a vraiment aussi le culinaire. On est une équipe, je vous présenterai tout à l'heure, composée de chefs de projet et de conseillers culinaires. Donc, dans ces phases d'exploration et d'innovation, enfin, dans toutes les phases d'ailleurs, on alterne vraiment des phases en cuisine et puis des phases sur le terrain. Une fois qu'on a imaginé des nouveaux concepts, on prototype et on teste. Donc, ça nous permet vraiment de concrétiser les innovations et de valider des expériences utilisateurs. Donc, ça va être des prototypes qui vont permettre vraiment de tangibiliser les concepts pour pouvoir proposer des choses très, très tangibles aux consommateurs ou aux professionnels. Donc, on est vraiment dans un processus itératif. On soumet aux consommateurs, aux professionnels, on reteste, on est en perpétuel contact avec notre utilisateur final. On a beaucoup d'étapes en cuisine à ce moment-là et on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des cartographies, donc cartographies comparatives qui nous permettent de faire un petit peu des crash tests de produits. Donc, de prendre un produit ou une matière et de regarder en cuisine comment il se comporte. Donc, comment il se comporte à chaud, à froid, si on le congèle, si on le cuit de telle ou telle manière, soit un produit seul ou en comparaison avec d'autres produits.
je ne détaille pas toute notre méthodologie, mais si vous le souhaitez, on peut y revenir plus en détail si certains points vous intéressent plus que d'autres. Et enfin, on a une phase de communication. Là, ça veut dire valoriser les innovations de nos clients. Donc, c'est du storytelling, du shooting, photo, de la vidéo culinaire. Voilà, on peut encore une fois imaginer plein de choses à cette étape-là, aussi des événements pour valoriser vos innovations. Donc l'équipe, comme je vous disais tout à l'heure, elle est composée de chefs de projet et de conseillers culinaires. Donc chaque conseiller culinaire a vraiment une spécificité qui lui est propre. On a Eric, donc, que vous verrez tout à l'heure, qui est spécialisé en restauration collective. Jean-Marie, qui a une casquette de restauration plutôt gastronomique. Et Émilie, qui est spécialisée en industrie agroalimentaire. Donc, suivant les sujets, l'équipe de chefs de projet constitue un binôme ou un trinôme avec donc les chefs, les conseillers culinaires, et aussi avec des experts associés. Puisque pour la partie exploratoire, on travaille avec une sociologue spécialisée en ethno-marketing. Pour la phase de créativité, on travaille avec un facilitateur. Et puis pour toute la partie média, effectivement, on a des designers, des photographes, des vidéastes. Et puis si on a besoin d'aller chercher des compétences un peu plus pointues sur la partie culinaire, on peut aussi aller chercher une diététicienne ou un pâtissier ou autre, suivant les besoins. Donc, comme je vous disais, on travaille avec un panel de clients assez large qui va du porteur de projet à la TPE, PME, à l'industriel. Donc, sur vraiment tout, plein de cas différents. Vous en avez un aperçu ici. Les défrichusages, donc aujourd'hui vous vous êtes inscrit pour un défrichusage sur les tendances et les marqueurs culinaires de la Scandinavie. On est déjà aujourd'hui au 6e défrichusage. On a lancé donc ces études. C'est une série d'études qui a été pensée vraiment pour décrypter une thématique majeure des mutations alimentaires actuelles. Et encore une fois, notre angle prioritaire, c'est l'angle des usages. Donc on défriche ces sujets sous l'angle des usages, d'où le nom défrichusage. Et vous retrouverez sur notre blog, on vous indiquera tout à l'heure où aller récupérer toutes ces informations. Vous retrouverez les 5 études précédentes qui ont été faites, donc sur des sujets très variés. Et aujourd'hui, on est sur la Scandinavie, on est sur une thématique cuisine du monde, et on l'avait déjà fait sur l'Asie du Sud-Est. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre blog. Voilà pour la présentation rapide du centre. Je ne me suis même pas présentée dans l'histoire, mais désolée pour l'écho. Moi, je suis Élise. Excusez-moi, je l'aurais dû me présenter avant, donc chef de projet sur la partie marketing et communication. Je vais passer la main à Ninon, qui va vous présenter plus en détail les tendances et les marqueurs culinaires de la Scandinavie. Oui, bonjour à tous. Ninon, chef de projet communication au centre culinaire. Donc c'est moi qui vais vous présenter la Scandinavie et les usages culinaires associés. Vous m'entendez correctement, normalement? Ah oui, et bien évidemment, vous pouvez poser des questions pendant la présentation et on fera une session questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. Alors, donc la Scandinavie. Donc effectivement, d'un point de vue géographique, la Scandinavie, ça concerne principalement la Suède et la Norvège, alors que d'un point de vue social, il faut vraiment ajouter le Danemark. De façon classique, on inclut dans la Scandinavie la Finlande, l'Islande, les îles Féroé et le Groenland, mais de manière géographique et sociale, c'est vraiment ces 3 pays-là qui sont les pays principaux, la Suède, la Norvège et le Danemark. Et en fait, depuis le 8e siècle, c'est une culture commune qui a vraiment fédéré ces 3 pays-là. Et c'est l'apparition du phénomène viking qu'on appelle, entre guillemets. Et ils partagent vraiment une histoire commune qui a fondé cette notion de Scandinavie et la culture gastronomique qui l'accompagne. Alors. Donc, avant toute chose, il y a quelque chose qui est très important dans leur culture, c'est la notion de hygge. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un mot d'origine danoise et norvégienne, et ça fait référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse, etc., et un état d'esprit très positif. Et ça influe leur cuisine et leur culture culinaire, effectivement, parce que c'est ça a une place de choix dans la culture hygge, et c'est dans l'optique de se préparer des petits plats sucrés, réconfortants, et c'est quelque chose qui est très, très impactant dans leur culture.
Donc maintenant, je vais vous présenter les marqueurs culinaires qui sont associés à cette culture-là. Donc en fait, étant donné que la Scandinavie a un climat vraiment rude et froid, ça induit des plats qui sont très riches et des techniques de conservation ancestrale qui sont encore utilisées actuellement, comme le fumage, le séchage que je vous présenterai par la suite. Là, vous avez quelques exemples de plats scandinaves caractéristiques, comme par exemple à gauche, bon, alors je ne vais pas vous lire les mots en danois, en norvégien, etc., parce que c'est une prononciation que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, il y a des plats principalement faits à partir de mets sauvages, qu'on appelle, puisque c'est des gibiers plutôt, et puis après, toute la culture des produits de la mer qui est quelque chose de très, très implanté chez eux et après du poisson sous toutes ses formes. Là, les plats qui sont présentés ici à votre gauche, donc c'est de la viande de renne, de la viande de renne accompagnée de choux de Bruxelles, etc. Et ensuite, on a le gravlax, donc qui est caractéristique de la culture scandinave et très implantée, qu'on développera un petit peu plus par la suite. Ensuite, il y a le smørbrød. Donc ça, c'est les tartines que vous voyez au centre. Et ça, c'est avec leur pain qui est énormément utilisé et où ils vont agrémenter de plein de charcuteries, de poissons, de condiments, de fromages, etc. Et en constituer un repas à part entière. Et ensuite, on a les boulettes de viande qu'on voit au centre et qui font appel à Ikea. Mais c'est vrai que c'est très implanté en fait en Scandinavie et très connu et qui sont accompagnés principalement de confitures d'érel et de pommes de terre. Et puis ensuite, vous avez le molje, je pense que c'est comme ça. Et là, c'est du cabillaud skrei. Donc ça aussi, c'est un poisson qui est vraiment utilisé là-bas et qui est un poisson de très bonne qualité et qui a une chair blanche immaculée et un goût très, très intéressant. Et ensuite, on a le lutefisk. Donc là c'est une forme de poisson qui a été séchée et puis ensuite réhydratée et qui donne un aspect gélatineux et qui est mangé avec des pois cassés et du bacon principalement. Donc ça, c'est des plats qui sont vraiment très consommés et pour la plupart traditionnels. Donc ça nous permet d'avoir un petit état des lieux déjà des marqueurs culinaires qui vont en découler. Hop. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a vraiment une culture forte des produits de la mer. Là, il y a quelques exemples. Et en fait, comme c'est des contrées qui sont séparées entre deux mers, il y a vraiment des différences de poissons et de produits de la mer qui sont consommés. Ensuite, il y a des consommations de viande typée gibier, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite une consommation récurrente de baies, donc de baies sauvages, comme les myrtilles, les érelles, les framboises. Et ça, encore actuellement, c'est très, très consommé. Et ensuite, il y a les utilisations donc des diverses techniques pour traiter les produits, la conservation, comme le fumage, la fermentation aussi, le salé, le séché, le saumuré, etc. Et par rapport à la philosophie de vie que je vous présentais tout à l'heure, ils ont vraiment une vigilance très importante sur l'origine et le traitement des produits qui vont être amenés à consommer. Alors donc, concernant les produits de la mer, en fait, c'est chez les Vikings au départ que les poissons composaient environ 25% de leur régime alimentaire, ce qui est quand même colossal, et c'était leur source de protéines principale. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans leur histoire, pardon. Et comme je vous l'expliquais, donc la Suède et la Norvège, elles sont ouvertes sur des mers différentes. La Suède, elle est face à la mer Baltique, donc c'est considéré en fait comme une mer douce, parce que sa salinité, elle est plus basse, et elle dispose de grands lacs. Du coup, les poissons qui vont être consommés, c'est plutôt les harengs, le saumon de la Baltique, le brochet, le sandre, l'anguille, les écrevisses, etc. Et ensuite, la Norvège, elle est face à la mer du Nord et l'océan Atlantique, et donc c'est plutôt le saumon, le cabillaud, le skrei, donc comme on en parlait tout à l'heure, et le king crab qui sont plus consommés. Donc là, voilà, le roi des cabillots, comme on l'appelle communément, c'est vraiment le skrei. Donc lui, il atteint les côtes norvégiennes en hiver et il se mange seulement à cette saison. C'est un poisson qui est vraiment très délicat et qui a une chair très blanche et qui est très apprécié. Et encore aujourd'hui et aussi en Europe occidentale, c'est consommé comme un poisson de qualité.
Ensuite, on va passer à la viande. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, les gibiers, c'est quelque chose qu'ils consomment beaucoup, mais plutôt pour des occasions spécifiques. Donc, ils consomment de l'élan, du renne, du chevreuil, de la biche et du sanglier. Mais en fait, il y a des élevages maintenant qui sont communs, comme le cochon en Suède ou l'agneau ou le mouton en Norvège. Donc, ils consomment pas seulement des viandes, comment dire, en gibier, des viandes dites sauvages, entre guillemets, mais aussi des viandes d'élevage. Là, on peut donner un exemple de plat qui existe. Les Scandinaves aiment bien faire des mélanges entre des mélanges terre et mer, comme on peut dire. Et donc là, par exemple, on a le bœuf du marin. Le bœuf du marin, c'est inspiré d'un mode de conservation dans la cervoise. Et ça donne un ragoût de bœuf qui est cuit à la bière, accompagné de pommes de terre et d'oignons. Et c'est un plat qui a été consommé principalement par les marins, de par son nom d'ailleurs. Ensuite, concernant les baies consommées chez eux, ils les consomment en accompagnement, mais aussi en confiture, en marmelade. Les érelles, par exemple, c'est quelque chose qui est très consommé. Euh, En fait, les baies sauvages du Nord, elles ont vraiment des vertus nutritionnelles indéniables et un goût vraiment différent de ce qu'on peut connaître, nous, dans les pays un peu plus du Sud, parce qu'il y a une grosse différence au niveau des saveurs et des vitamines par rapport aux baies et aux fruits cultivés plus au Sud. Étant donné qu'il y a 70% des terres qui sont couvertes de forêts, on a vraiment un environnement propice aux baies sauvages. Donc, il y a notamment pour la myrtille, l'érelle sauvage, elle pousse en abondance dans les forêts de sapins et d'épicéas. Concernant les fruits et les légumes, principalement les légumes racines, c'est vraiment des légumes qui sont consommés comme les pommes de terre, les carottes, les betteraves, et toujours de la même manière par rapport à leur histoire. Après, actuellement, bien évidemment, de par les températures qui se réchauffent, les techniques, et puis surtout les techniques qui avancent, on retrouve dans la moitié sud de la Norvège et de la Suède et dans l'intégralité du Danemark, des fruits et des légumes tout à fait semblables à ceux cultivés en Europe occidentale. Ensuite, on passe aux techniques de conservation. Donc, il y a 4 techniques principales qui font l'histoire de la Scandinavie et qui sont encore aujourd'hui très utilisées. La marinade, le fumage, le séchage et la fermentation. Il y a un exemple assez parlant là qu'on voit juste à droite, qui est le schmalahov. Donc, ça, c'est en fait une tête de mouton brûlée, fumée et salée et bouillie, qui va être consommée plutôt pour les fêtes. En fait, c'est une tradition qui date de l'époque où il y avait une vraie pénurie de ressources et qui obligeait la population à utiliser toute la partie des animaux. Et c'est vraiment un plat qui, pour eux, est une grande joie et un moment de fête très important. Un vrai moment de partage, en tout cas. Donc, voici le gravlax. Donc ça, normalement, c'est une technique de conservation que vous connaissez. En fait, c'est une technique qui a été inventée, entre guillemets, au Moyen-Âge, et ça permettait aux pêcheurs de saler leur saumon et de les faire fermenter en l'enterrant dans le sable à l'écart des marées. Gravade, en suédois, ça signifie enterrer, et le produit, il est salé et disposé sous terre. Et en fait, le sel va permettre de faire ressortir le jus du poisson. Donc là, ensuite, je vais vous présenter une petite vidéo qu'on a réalisée avec Jean-Marie Baudic, le chef de la création culinaire au Centre culinaire, pour vous expliquer un peu la recette associée. Bonjour, Jean-Marie Baudic, directeur de la création du Centre culinaire contemporain. Je vais vous présenter aujourd'hui une technique scandinave qui est le saumon gravlax, donc en fait une technique plutôt de salage qui est utilisée depuis la nuit des temps chez eux. Donc la première étape, en fait, c'est le sel. Donc là on sale au gros sel, d'accord, au gros sel marin, donc non raffiné, c'est plus sympa. Je sucre à 10%. Voilà, je sucre à 10%. On va faire ce mélange en fait entre le sucre et le sel. Un petit mélange d'épices dedans.
Hop. Alors pourquoi je le mets au sel? Parce qu'en fin de compte, quand le sel va fondre sur le saumon, en fait les épices vont se dissoudre en même temps et pénétrer à la chair du saumon. Donc là, moi j'ai mis de la coriandre, du poivre en grains, j'ai mis du fenouil en grains et un tout petit peu de cardamone en grains aussi. J'ai mixé le tout, fraîchement mixé en fait, et après je le mélange pour qu'il diffuse à l'intérieur du sel. Donc ce mélange-là étant fait, j'ai gardé moi un peu de citron vert, un peu de citron jaune, du piment d'Espelette et un peu d'aneth en poudre. Une couche bien répartie au fond de notre plat. Voilà. Et là, je mets... Alors, vous voyez que j'ai pas tout le filet de saumon. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, j'ai quelque chose d'épais, mais qui est bien régulier. Si je mets la queue, arrive un moment, la queue va être beaucoup trop salée, et donc on n'aura pas quelque chose de régulier. Donc là, je vais rajouter dessus, moi, du piment d'Espelette en poudre, pour donner un petit peu de piquant en fait au saumon gravlax. Ça le réveille un petit peu parce qu'autrement on a un côté un peu gras et c'est pas ce que je préfère. On va mettre là l'aneth, quelque chose de régulier dans l'assaisonnement. Ça c'est super important. Moi j'aime bien y râper donc un petit peu de zeste. Donc là, citron jaune et citron vert. On va recouvrir bien comme il faut avec le reste du sel. Voilà. Donc une fois cette étape terminée, on voit que c'est recouvert vraiment comme il faut, il n'y a rien qui dépasse. Donc en fait on a salé le bas, le haut, et là on va laisser reposer ça au frigo. Moi je le laisse une douzaine d'heures, hein. Il faut 12 heures pour pas avoir cet aspect trop salé non plus, hein. Donc au bout de 12 heures, on le rince, on le sort bien sûr, on le rince et on le sèche, on le laisse un petit peu maturer comme ça. Et après, on peut le déguster cru. Enfin, il sera plus cru puisqu'il sera cuit par le sel en fait. Alors bien sûr, ceci n'est pas la recette originale, mais mon interprétation du saumon gravlax. Il en existe d'autres, dont une où je colore complètement le poisson à l'aide de betterave que je vais vous présenter tout à l'heure à la découpe. Donc voici le saumon gravlax dont parlait Jean-Marie tout à l'heure. Donc on peut voir que le saumon est bien rose et on a une belle couleur orangée au centre. Comme vous pouvez le voir, et je vous fais une petite démonstration de la découpe ce que ça donne. On peut voir que c'est très joli. Ah, on n'entend pas. Voilà. Et voilà. On va repasser à la présentation plus. Ah, on va passer à la présentation plus classique, mais on voulait vous montrer ce que ça donnait parce que ça a une très belle couleur, qui ne rend pas forcément bien à l'écran, mais on verra ça dans le e-book qu'on vous enverra bientôt. Je ne sais pas déguster. C'est vrai qu'on avait prévu initialement un événement au centre. La CCNSA nous a déjà repensé un peu nos événements, donc c'est vrai que vous en avez pas mal, vous auriez l'occasion de déguster ce magnifique saumon, effectivement, dont la couleur ne rend pas très bien à l'écran. Voilà.
Donc là, on va repasser maintenant à la présentation. Ah, même là. Alors, j'espère que vous m'entendez correctement. Vous m'entendez mieux? Oui. Ah, parfait, parfait, parfait. Donc voilà, donc on voulait vous présenter un peu ce saumon gravlax vu en tout cas par le centre culinaire. Maintenant, on va passer à la suite. Donc là, on va passer à la technique du fumage. Donc, le fumage, en fait, dans la tradition danoise, c'est de la sciure issue du bois de hêtre. Et il y a deux types de fumage. Il y a un fumage à froid, donc c'est un fumage qui dure entre 20 et 30 heures, parce que c'est une température qui ne dépasse pas les 30 degrés. Donc, c'est une lente combustion de la sciure, sans flamme, et ça optimise la qualité du saumon et ça exhale une saveur et une délicatesse dans la saveur du saumon qui est très intéressante. Et contraire au fumage à froid, il y a le fumage à chaud. Et donc là, c'est le même processus, sauf qu'on va monter en température à plus de 60 degrés. Et ça rend du coup un fumage plus court, puisque ça dure environ 6 heures. Et c'est presque une cuisson. Donc ça va donner une texture moelleuse, mais qui sera différente du fumage à froid. Ensuite, on passe au séchage. Donc, encore une technique de conservation qui est utilisée encore actuellement. Donc là, l'usage voulait qu'il fallait faire sécher la morue. Et la zone de production la plus réputée était du côté de la côte nord de la Norvège et précisément aux îles Lofoten, parce qu'il y avait des conditions climatiques qui étaient réunies pour obtenir un stockfish de premier choix. Donc, le stockfish, c'est ce qu'on voit à gauche. Et c'est un poisson qui devait être préparé immédiatement après sa capture et suspendu à l'air libre de février à mai par la queue sur des treillages en bois. C'est ce qu'on voit souvent sur les photos aussi de tourisme un peu scandinave. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, ils achèvent de l'affiner dans une cave sèche et bien ventilée. Après ce traitement, la morue, elle va perdre 70% de son poids en eau, mais elle conserve ses principaux éléments nutritifs de protéines, vitamines, fer et calcium. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Ce qu'on voit à droite, c'est le lutefisk. Donc, c'est la morue séchée qui est marinée dans un mélange d'eau et de soude et qui va rendre le poisson un peu gélatineux. Et c'est un goût apparemment, en tout cas parce que j'ai pas goûté, mais apparemment délicieux et qui est accompagné d'ingrédients comme du beurre, des pommes de terre, des pois cassés et du bacon. C'est vraiment un plat traditionnel aussi scandinave. Au niveau du séchage, il y a effectivement la morue, mais il sèche aussi la viande. Là, ce qu'on peut voir, c'est une technique aussi de séchage au sel, donc que Jean-Marie avait réalisé, et avec du magret de canard qui a très bien fonctionné, avec un séchage traditionnel aussi au torchon. La dernière technique de conservation qui est utilisée, c'est la fermentation. Donc là, ce qu'on voit peut paraître un peu ragoûtant, mais chez eux, ça a vraiment une valeur gustative importante. C'est un mode de conservation qui est moins présent dans la gastronomie scandinave que le fumage ou le séchage, mais qui est quand même utilisé pour certains aliments. Là, on voit le surströmming, c'est une spécialité culinaire suédoise, et c'est du hareng de la Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois dans une boîte de conserve. Voilà, c'est un peu particulier, mais bon. Et puis, il y a aussi cette technique donc, de fermentation qui est adaptée aux poissons, mais aussi aux légumes. On a testé ici au centre culinaire des fermentations de légumes et par exemple de champignons. Et le jus de fermentation, il peut être intéressant aussi à utiliser par la suite. Donc, c'est aussi des choses qui se font en Scandinavie. Ensuite, on va arrêter avec les techniques de conservation et on va passer plutôt au fromage. Donc, alors, hop, voilà, ça y est, ça s'est affiché. Donc, les Scandinaves, ils adorent les fromages très affinés, avec un goût vraiment prononcé. Ils consomment 3 catégories de fromages. Les fromages persillés, les bleus, et d'ailleurs, ils sont assez réputés dans ce domaine-là. Comme on le voit à droite, il y a un de leurs fromages qui a été élu meilleur fromage au monde en 2016. Donc, ils ont vraiment une technique sur ce domaine. Et ensuite, ils consomment aussi les fromages à pâte molle et les fromages à pâte dure. Et ils sont principalement tous issus de lait de vache.
Au niveau des usages liés à ces fromages-là, les vieux usages, ils sont consommés en fines tranches sur du pain et souvent avec de la gelée de viande, des oignons émincés et arrosés de rhum brun. Donc, c'est vraiment un ingrédient parmi tant d'autres. Alors que certains fromages à pâte molle, ils s'utilisent en fondue, en quiche ou en sandwich de façon plus classique. Et enfin, certains fromages vont être assaisonnés à la nette, à l'ail ou à la ciboulette. Le fromage en tant que tel, il est lié à des usages assez classiques qu'on peut connaître en France, mais il y a aussi des types de fromages qu'on ne connaît pas forcément, qui sont par exemple comme un fromage de crevette qui est très populaire en Scandinavie, qui s'appelle le Regeost et qui, lui, n'est pas dans notre culture, ça c'est sûr. Là, ce qu'on voit à gauche, c'est un fromage qui est intéressant parce que il est fabriqué à partir d'une réduction de petit lait additionné de lait ou de crème et c'est une pièce maîtresse dans le petit déjeuner et le casse-croûte norvégien. Il se déguste en découpant les tranches avec cet ustensile qu'on voit ici, qui s'appelle l'ostovel. Donc, c'est un rabot à fromage qui a été inventé en 1925 et ça se met sur du pain noir en sandwich ou même sur des gaufres. Voilà. Et il est accompagné de confiture de fruits rouges pour la version sucrée. Mais il est aussi utilisé pour faire des sauces avec le gibier de façon plus salée. Hop. Voilà. Ensuite, on passe au skyr. Donc, le skyr, c'est originaire de Norvège, mais apparemment, ça a été apporté en Islande. Il y a des petites questions là-dessus parce que apparemment, il serait originaire de Norvège, mais il est très, très implanté dans la culture gastronomique plutôt scandinave. C'est une spécialité laitière, de la même famille que le yaourt, mais techniquement, il a vraiment une texture qui est beaucoup plus épaisse et qui est parfois considérée comme un fromage tendre. Ensuite, on passe à la consommation de céréales complètes et de pain, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Scandinaves, ils consomment des céréales complètes au quotidien et comme ingrédient dans diverses préparations culinaires. Là, ce qu'on voit, c'est de l'avoine et ça a vraiment une place centrale dans leur alimentation. Elle est cultivée en territoire scandinave et elle est consommée sous la forme de bouillie, donc de porridge d'avoine comme en Écosse, par exemple. Ensuite, on passe au pain. Donc, il y a différentes formes de pain. Il y a vraiment une grande diversité de pain. On le voit dans les boulangeries scandinaves quand on y entre. Il y a une très grosse diversité. Là, ce que je vous présente ici, c'est des pains plutôt souples, donc et qui peuvent être des supports de divers types de garnitures. Là, à gauche, on a le lefse, qu'on vous détaillera un petit peu plus avec une vidéo avec Émilie, l'une de nos chefs, et qui est un pain traditionnel norvégien composé de pommes de terre, lait, crème, etc. Et comme base principale, la pomme de terre, et qui va être cuit sur une plaque chauffante. Il se consomme en version salée et en version sucrée. Ensuite, au centre, on a le rugbrød. Donc ça, c'est le pain danois et qui est vraiment sur toutes les tables scandinaves. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est vraiment un support pour y apposer plein de garnitures différentes. Mais la base, en tout cas, du pain reste la même. Ils font à chaque fois des modifications sur ce pain-là, mais la base seigle reste l'élément principal. Et enfin, à droite, un autre pain plat consommé chez eux. On va passer à la vidéo d'Émilie sur justement le lefse. Voilà. Hop. Je vous laisse la regarder. Bonjour à tous, donc je vais vous faire une démonstration sur le lefse. Donc c'est un pain plat typique des pays scandinaves à base donc de farine, pommes de terre, donc crème est fraîche, mais ici j'ai pris du skyr puisqu'on est dans les pays scandinaves, et un petit peu de beurre fondu. Donc pour la recette, il faut environ 2 tiers de pommes de terre cuites, réduites en purée, 1 tiers de farine de blé, donc un petit peu de skyr et aussi du beurre fondu. Et donc on mélange tous ces ingrédients dans la cuve du batteur, on mélange quelques minutes à la feuille et on obtient une pâte comme une pâte brisée ou sablée, comme ceci. Pour réaliser cette recette, il y a différents points de vigilance, surtout sur la pomme de terre. Donc premier point de vigilance, le choix de la pomme de terre, donc surtout une pomme de terre qui a le moins d'amidon possible.
Et donc pour réaliser cette recette, nous avons pris de la binge. Deuxième point de vigilance, le mode de cuisson de la pomme de terre. Donc pomme de terre épluchée, cuite à l'eau pour qu'une partie de l'amidon puisse s'en aller dans l'eau lors de la cuisson. Et après la cuisson, surtout bien les égoutter et les laisser un petit peu sécher. Et enfin, le troisième point de vigilance, c'est au moment d'écraser la pomme de terre. Donc surtout l'écraser soit avec un presse-purée, mais éviter le moulin qui a tendance à donner de l'élasticité à la pomme de terre. Alors maintenant, je vais vous faire la démonstration pour étaler la pâte à l'FCE. Donc j'ai pris une petite boule de pâte crue. Donc je fleure le plan de travail. J'en profite pour entourer la petite boule de pâte de farine pour éviter que ça colle au moment où je vais l'étaler avec le rouleau. Et donc là, c'est parti. J'étale avec le rouleau. Et j'hésite pas à retourner assez régulièrement avec une spatule. Alors, donc je continue à l'étaler. Il faut l'étaler très finement pour qu'elle soit légèrement transparente. Mais en fait, la pâte est assez souple et très peu fragile. Vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc très souple, très fine. Après, on peut jouer sur l'épaisseur, hein. Mais c'est vrai que dans la recette traditionnelle, elle est vraiment très fine. Alors, nos galettes sont formées. Donc, le mode de cuisson traditionnel se fait sur une plaque en fonte. Et donc, ici, nous, on va utiliser donc une bilique. Alors, on attrape. Et donc, voici pour le mode de cuisson. Donc, on la déroule. Comme vous voyez, la pâte est vraiment souple et elle se casse vraiment difficilement. Voilà, elle est assez facile à manipuler. Et donc, j'appuie avec la spatule en bois pour donc éviter les bulles. Et donc, j'ai testé d'autres modes de cuisson qui sont plus adaptés au monde industriel. Hop, et donc là, je la retourne et je fais pareil. Alors, une fois la cuisson terminée, on doit avoir des petites bulles dorées. Je la mets dans un torchon pour éviter qu'elle dessèche. Alors, je vais vous parler des autres modes de cuisson que j'ai testés, donc entre autres avec un appareil à panini. Alors, on obtient une petite galette comme ceci. Donc, on a les stries. Vous voyez, donc elle est encore bien souple. Et donc si on pousse la cuisson, comme je disais, on peut l'utiliser comme un crackers, vous voyez, c'est bien croustillant. Et donc on peut l'utiliser à dipper, par exemple pour l'apéritif. Alors donc culinairement, c'est une pâte vraiment très créative. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, où on peut s'amuser sur la pâte, on peut aussi s'amuser sur les condiments ou les ingrédients qui vont l'accompagner. Et aussi nutritionnellement, c'est très intéressant parce qu'une partie de la farine est remplacée donc par de la pomme de terre. Donc ce qui fait qu'au niveau calories, on a quand même une diminution de l'apport calorique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, culinairement, la pâte en elle-même, on peut vraiment s'amuser avec. Et aussi, nutritionnellement, c'est quand même une pâte qui est faible en calories de par l'apport de pommes de terre. Tenter différents ingrédients typiques de la Scandinavie qui peuvent accompagner les lefse. Alors, en version sucrée, là, c'est le plus commun, c'est du sucre avec de la cannelle. Autrement, on a différentes marmelades de fruits. Donc ici, marmelade d'orange avec du sureau, confiture d'érelle et confiture de plaque bière. C'est une petite mûre jaune orangé. Et autrement, en version salée, donc on a différents condiments, plutôt sucré-salé. Ici, donc une moutarde avec de l'aneth. Et ici, un petit condiment moutarde Réfort qui accompagne très bien les poissons fumés ou séchés. Donc voilà, donc ça c'était la présentation du lefse. Maintenant, il y a d'autres types de pains qui sont comme des pains, des feuilles de pain, on appelle ça, des pains plats, et qui ont la propriété vraiment de sécher à une vitesse éclair. On les classe
de préférence, parmi ces pains, comme des pains qu'on emporte et qui peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, être gardés. Donc là, on a le flatbread qui est au centre. Et ça, c'est un pain qui était plutôt utilisé chez les bergers. Et c'était plutôt pour les gens qui étaient isolés et qui étaient prisonniers de l'hiver et qui avaient ça dans leur petit baluchon. Et ça, c'est plutôt avec une farine d'orge. Ensuite, à gauche, on a le knackebrot. Donc ça, c'est les crackers et qui sont vraiment culinairement très intéressants puisqu'ils peuvent être très diversifiés avec des usages de graines très différents. Donc là, on va vous faire une petite présentation de flatbread qui a été un peu revisité par Éric Labbé, l'un de nos chefs, et qui va vous montrer un peu le potentiel créatif de ces fameux pains plats. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter un peu notre version flatbread revisitée. Donc, on part de cette galette, enfin de ce pain plat, flatbread ou flatbread, et on en a fait une sorte de petit sandwich, petit snacking en fait, où on a enroulé la pâte crue autour d'un filet de poulet qui a été pré-cuit avec des petites courgettes, des petites lamelles de jambon et de la mozzarella. Alors, c'est plus typique été et pas trop typique scandinave, la mozzarella et tout ça. Mais bon, voilà, on a laissé partir notre imagination. Donc, je vais vous le couper. Ça a été cuit à la poêle. Et juste vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc, c'est vraiment une pâte très facile à travailler, en fait, vraiment très souple et très, très simple d'utilisation, en fait. Voilà, des petites idées en plus, éventuellement de création, etc. Merci Eric. Hop. Et enfin, la version sucrée de tout ce qui est boulangerie, etc., c'est les cannelbullards. Donc ça, c'est des petits pains suédois à la cannelle qui se consomment avec le café et de façon traditionnelle, très très régulièrement dans tous les cafés scandinaves, danois principalement d'ailleurs. Donc maintenant, on va passer à la partie d'Élise. Ah oui, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on pourra revenir dessus à la fin de ce webinaire pour discuter de toutes les questions que vous pouvez avoir. On sera ouvert à la discussion, bien évidemment. Donc, je vais laisser la parole à Élise pour la partie tendance et présentation de la Scandinavie en GMS. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, je vais reprendre la présentation. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me faire signe. Je vois des questions qui arrivent effectivement sur la différence au niveau des pains. Je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure. Donc, pour regarder un petit peu la Scandinavie en GMS, comment est-ce que tout ça se traduit dans les tendances en GMS, on a fait appel à la base de données mondiales de l'innovation qui est la base Mintel. On vous avait proposé la même chose pour ceux qui étaient là sur l'Asie du Sud-Est. On avait proposé la même chose pour regarder un petit peu comment ces tendances culinaires de cuisine du monde se traduisent en magasin. Donc, on a vu en fait que depuis 2017, le lancement de produits affichant les recettes scandinaves sont vraiment en hausse. Bien entendu, on a vu que le poisson représente une grande part des produits liés à la Scandinavie. Donc, bien entendu, le traditionnel saumon fumé ou les poissons norvégiens représentent une part importante lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe en GMS. On a pris le parti de recentrer cette veille Mintel sur des catégories hors viande et poisson pour ne pas tomber effectivement dans le classique saumon fumé et poisson norvégien. On a donc recentré notre veille sur la boulangerie, dans un premier temps, les produits laitiers, les plats préparés, les desserts, puis les sauces et salades. Donc, c'est vraiment sur ce recentrage-là que je vais axer ma présentation. Donc, pour ce qui est de la boulangerie, dans un premier temps,
Ninon, on a parlé tout à l'heure, effectivement, les pains nordiques représentent un des marqueurs culinaires très très forts des pays scandinaves. Et donc, sans surprise, en GMS, on retrouve des produits qui se distinguent par leur forme, leur nom et leur farine complète, riche en fibres. Donc, effectivement, vous voyez ici des pains, des knäckebröd, des knäckebröd pour les deux. Excusez aussi ma présentation scandinave qui n'est pas au top. Faut savoir que la veille Mintel, on l'a faite sur l'Europe et l'Amérique du Nord, puisqu'on a quand même des similitudes dans les lancements de produits. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de produits qui ne sont pas en français. Pour ce qui est de la boulangerie, on voit aussi beaucoup de produits qui mettent en avant les emblèmes et les traditions des pays scandinaves. Donc ce bleu des fjords ou encore effectivement ces écussons, enfin tout ça on les retrouve vraiment sur des produits scandinaves pour mettre en avant effectivement les emblèmes, les traditions. Bien entendu, qui dit pays nordique dit aussi design épuré. Donc on retrouve des packs qui mettent en avant, enfin des packs plus modernes qui mettent en avant des designs épurés avec des aspects santé et des aspects éthiques qui sont assez marqués. Donc encore une fois, ici, on le voit sur le knäckebröd. L'avoine, Ninon en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est un des ingrédients phares des biscuits nordiques. Là, on vous a mis 3 exemples effectivement de petits biscuits à l'avoine. Ces packs sont assez petits. On vous enverra effectivement un e-book qui reprend l'ensemble de la présentation avec ces packs-là que vous pourrez voir effectivement d'un peu plus près. Pour ce qui est des produits laitiers, on remarque effectivement que la qualité des pâturages nordiques est reconnue pour ces… Enfin, les pâturages nordiques sont reconnus pour leur qualité, pour faire du meilleur fromage et du beurre. Donc, Ninon a détaillé pas mal tout à l'heure les fromages. Vous avez effectivement ici des exemples de beurre et fromage avec des appellations voilà, qui évoquent tout de suite la Scandinavie. Le skyr, je crois d'ailleurs qu'on le prononce cure, est ici vraiment effectivement, renvoie à la Scandinavie, donc des yaourts, des fromages frais vraiment gourmands et sains qu'on retrouve de plus en plus dans nos rayons aujourd'hui. Les produits laitiers, donc on retrouve toujours aussi tout ce qui est avoine, et donc là on a un mix effectivement de produits au lait, enfin d'alternatives au lait avec l'avoine, avec des designs très modernes. Donc vraiment des packs que vous avez déjà dû voir dans nos rayons. Pour ce qui est des plats préparés, on voit qu'on a des appellations du type façon nordique. Donc, en général, effectivement, il y a du poisson. Là, on voit chez Thirier des pommes de terre garnies façon nordique. Donc on retrouve effectivement vraiment toute cette évocation nordique. Donc, le poisson, les légumes verts. Les boulettes de viande dont Ninon vous parlait, effectivement, qu'on connaît tous via Ikea, mais pas que. On voit là dans les plats préparés qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de meatballs qui apparaissent et donc souvent voilà avec l'appellation suédoise forcément. Les fameux sandwichs suédois, donc là on les a gardés, même si effectivement c'est assez évident comme référence à la cuisine scandinave. Un mix effectivement de pain au saveur scandinave avec du saumon fumé en général. On voit aussi que la cuisine nordique se décline et se modernise. On peut avoir ici plutôt des tartinables qui renvoient à ces pays-là. Les desserts. Les desserts aux fruits rouges, Ninon vous expliquait que les baies sont un des marqueurs culinaires forts des pays scandinaves. Donc ici, les desserts aux fruits rouges invitent vraiment au voyage. Ils sont au cœur de la cuisine scandinave. Donc on retrouve quelquefois du skyr aux fruits rouges. Enfin voilà, on a les baies sont très très présentes en tout cas dans les desserts. Et pour les gâteaux, on a un mix entre amande et avoine forcément. L'avoine, vous voyez, on le retrouve beaucoup. On voit aussi que la marque Nui s'est inspirée des codes associés à la cuisine nordique. Donc là, effectivement, encore une fois, les baies, le design plutôt sobre, et puis le nom et les visuels d'une région un peu reclus, avec les rennes. Voilà, on se projette tout de suite dans les pays nordiques.
Pour ce qui est des sauces et des snacks, on voit qu'effectivement les marinades et le vinaigre, enfin, tout ce qui est mariné au vinaigre ressort beaucoup dans les snacks, pardon. Les baies à grignoter aussi sont vraiment présentes. Pour ce qui est des sauces, effectivement, on a des sauces plutôt relevées, plutôt épaisses. Donc, des sauces fjord, des sauces scandinaves ou encore des rémoulades. Voilà, vraiment, la caractéristique des sauces, c'est plutôt relevé, plutôt épaisse. Les assaisonnements donc, suivent aussi les recettes traditionnelles. Donc, Ninon vous parlait tout à l'heure du fumage. Et ben, typiquement, le sel fumé renvoie beaucoup à la tradition danoise. On a aussi les oignons rôtis, les boulettes. Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver en magasin sur tout ce qui est sauce et snacking. Ensuite, on a voulu regarder les produits qui affichent nos recettes scandinaves et qui sont vraiment typés voilà, Suède, Danemark, Norvège. Donc, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais on voit qu'effectivement, les produits qui affichent une recette scandinave sont majoritairement lancés en Allemagne. Les shoppers Mintel Allemagne font le plus de remontées dans cette veille. Et puis, on remarque que la Norvège, finalement, est peu présente. Les produits affichant une recette scandinave sont rarement fabriqués en Norvège. Alors, la Suède. Quand on regarde la Suède, effectivement, on voit qu'on a vraiment des références à la Suède parce que ces produits sont aux couleurs de la Suède. Donc, les meatballs, voilà, on a le drapeau suédois, la couronne, on est vraiment dans les couleurs de la Suède avec ce bleu, couleur du drapeau, couleur du pays. Vraiment, sur les deux premiers produits, c'est assez marquant. Et puis, on a aussi la figure authentique du suédois. Voilà, on le voit là tout à droite. Donc, c'est vraiment quelque chose que là, la marque a choisi de mettre directement sur le packaging. Alors, pour répondre, je réponds rapidement, je vois les questions qui arrivent. Sauce relevée, est-ce que cela signifie piquant? Oui, j'ai le sentiment que c'est des sauces qui sont vraiment fortes en bouche. Et voilà, c'est pas des sauces douces, c'est vraiment des sauces qu'on sent beaucoup. La Suède, donc pays du design et de la modernité, on voit effectivement là des packs où c'est indiqué suédois par nature. Donc, on voit vraiment qu'on revendique ce côté suédois. Donc là, on est sur des crackers bio et sans gluten. On voit bien que le côté crackers, ce pain, fait vraiment écho ici à ce qu'on peut retrouver en magasin. Ici, on a effectivement une confiture qui renvoie à la tradition, le goût, la simplicité. Voilà, on a vraiment des références fortes aux pays scandinaves qui arrivent. Pour ce qui est plutôt du Danemark, on voit plutôt des choses très traditionnelles, encore une fois. Donc, le Noël en famille, on va dire des souvenirs assez réconfortants. Le Noël en famille, la forme de la boîte à couture, c'est vraiment des choses qui font écho voilà, des soirées au coin du feu, des souvenirs, des bons souvenirs de famille. Donc les sauces, pardon, c'est pas le bon titre, mais en tout cas ici, on voit effectivement encore d'autres références avec le drapeau du Danemark, la tradition au Danemark, et puis les trompettes de la garde qu'on voit ici sur le pack. Voilà, alors excusez-moi, je suis passée un peu vite. Donc, je crois qu'il y avait quelques questions. Les questions sont… On va regarder un petit peu ce qui a été posé. Alors, ici, je vois que donc, le saumon avec fumage à chaud, cuit populaire en Scandinavie, mais aussi dans d'autres pays. Allemagne, Benelux, Pologne n'est pas très populaire en France. Avez-vous une idée des raisons? Je vais laisser Ninon répondre plutôt effectivement à ces questions-là. Je vais regarder les questions qui arrivent, mais Ninon, sur la partie tradition et marqueurs, je vais te laisser répondre. Je reprendrai la main sur la question Mintel. Voilà. Alors, donc la différence entre… Alors, de la première question, donc, le saumon avec fumage à chaud, cuit populaire en Scandinavie, mais aussi n'est pas très populaire en France. Avez-vous des idées de raison? Alors,
effectivement, moi, les recherches que j'ai pu faire, c'était vraiment sur les techniques en tant que telles. J'ai pas forcément regardé au niveau des techniques si elles étaient utilisées en France ou pas. Je pourrais pas vous répondre de façon claire sur cette question-là. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je connaissais pas forcément cette technique de fumage à chaud. Peut-être parce qu'il y a une durée aussi qui est plus courte et qui apparemment semble être gustativement moins intéressante. Peut-être que c'est la raison principale, je ne sais pas. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, j'ai peur de dire des bêtises. Ensuite, il y a une question sur la différence entre le... Oh là là, je vois bien. Ah voilà. La différence entre le rugbrod et le smørrebrød. Donc en fait, le rugbrod, c'est le pain en tant que tel. Et le smørrebrød, ça va être la recette. Ça va être la tartine avec les éléments associés dessus. Donc avec du hareng, avec des baies, du fromage, etc. Ça, c'est le nom des recettes, en fait, des tartines, de smørrebrød. Alors que le rugbrod, c'est vraiment le pain traditionnel. Donc ça, c'était à dire aussi. Ensuite, alors, peut-on utiliser une galettière pour la cuisson du lefse? Donc j'ai demandé à Émilie, parce que j'ai vu votre question, effectivement. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Elle a fait ça à la bilique. Ça s'est très bien déroulé, donc je pense que ça pose pas de problème. Et ensuite, la sauce relevée, ça c'était une question pour Élise. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, nous on est toujours là, on peut répondre à vos questions sans problème sur les usages ou même si jamais vous avez des questions concernant ce que vous a montré Eric, c'est aussi possible d'y répondre sans souci. C'est pas toujours évident de poser des questions à distance, mais effectivement, on avait prévu un petit peu plus de temps sur les questions-réponses, donc on s'était donné jusqu'à 16 heures. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Après, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème non plus. Ce que je disais tout à l'heure, moi je suis pas sûre que vous m'ayez bien entendu. Effectivement, quand Eric vous a fait la démonstration du saumon, c'est qu'habituellement les événements au centre culinaire effectivement sont suivis d'ateliers où on passe en cuisine, où on essaye effectivement de voir comment ces applications peuvent être transposables aussi dans l'industrie. Donc c'est vrai que là c'est un peu frustrant pour nous de vous présenter tout ça et même de ne pas pouvoir vous faire goûter ce fameux saumon. Donc voilà, on a adapté le format. Mais en tout cas, effectivement, les événements d'habitude sont pensés un petit peu plus participatifs et plus aussi dans la dégustation, dans le sensoriel. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus de poser les questions par écran interposé, mais en tout cas n'hésitez pas. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que vous retrouverez sur notre blog tout le contenu de ce webinaire. Donc il sera en ligne vendredi. On vous enverra ces informations pour que vous puissiez retrouver effectivement tout ce qu'on a partagé. Il y a un autre e-book aussi qu'on vous remettra en lien, qu'on avait réalisé sur le fumage l'année dernière, donc qui est vraiment une des techniques de conservation sur laquelle Ninon a passé un petit peu de temps. Donc ça peut être intéressant effectivement en complément. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, on est à votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci à ceux qui nous disent merci. Ça fait... C'est gentil, on a moins l'impression de parler tout seul. Merci à tous. Voilà, on vous enverra aussi un petit questionnaire de satisfaction pour savoir quelles sont les autres thématiques que vous avez envie de retrouver. En tout cas, voilà, on se tient à votre disposition pour échanger. On peut aussi imaginer des présentations dans vos structures directement. On est vraiment en tout cas à votre écoute pour faire un petit peu de teasing sur la suite des cuisines du monde. Donc, on avait fait l'Asie l'année dernière, en début d'année, la Scandinavie aujourd'hui, et puis on va sans doute traiter tout ce qui est Afrique noire pour l'automne. Donc, en tout cas, on vous tiendra informé. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour pouvoir suivre toute notre actualité. Et sur les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas de souci. On vous attend. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va clôturer ici le webinaire. Merci à tous encore une fois. Et puis, écoutez, à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.